Eh bien, je vous redis bonjour à tous. Et puis, j'en profite, effectivement, on est encore au mois de janvier, donc je vous adresse tous mes voeux pour qu'on ait une année 2024, on va dire, pleine de bonnes choses, de santé, de joie, de bonheur, et puis on verra ce qui se passera. Parce qu'on se rend compte que finalement, on vit dans un monde qui bouge extrêmement incertain. Et on ne sait jamais, notamment dans la finance, comment on atterrira. Donc, je ne suis pas Madame Soleil. Et donc, je forme surtout le vœu que nous soyons réactifs. C'est peut-être ça, pour moi, aujourd'hui, la clé de la réussite de toute entreprise, d'ailleurs. C'est pas de se dire on va échapper à tous les risques. D'abord, on a un métier qui consiste à prendre des risques. Et que quand on ne prend pas des risques, c'est qu'on n'est pas un banquier. Je vais peut-être vous surprendre en disant ça. Et la deuxième chose, c'est que, bien justement, quand on prend des risques, il faut savoir retourner ses positions vite, réagir très vite. C'est peut-être parfois là-dessus que notre groupe pêche un petit peu, sur le degré de rapidité de réaction. Peut-être le deuxième message, c'est que notre métier, c'est de prendre des risques, mais c'est de prendre les risques qu'on a les moyens de se payer. Ce qui veut dire que quand on est pauvre, on ne peut pas prendre de risques. Quand on est riche, on peut prendre beaucoup de risques. Voilà, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais c'est hélas la réalité de notre métier. Alors, cette année, à la différence de l'année dernière où j'avais fait un rappel assez important sur les liens qu'il y avait entre le contrôle périodique et les instances de surveillance, cette année, vous allez voir, j'ai centré sur plutôt les sujets de rapports réglementaires, notamment parce qu'ils peuvent vous intéresser et aussi vous inspirer sur l'analyse que vous pouvez porter de la conduite dans vos établissements. Alors, je me permets quand même de rappeler quelques petites choses qui sont importantes. C'est qu'en tant que conseil d'orientation et de surveillance, vous êtes le garant de l'efficacité du système de contrôle interne et de maîtrise des risques de votre établissement. Vous êtes, entre guillemets, la dernière ligne de défense. Que à l'intérieur de cet organe de surveillance, le COS, il y a deux comités. Alors, ils sont tous importants, mais notamment sur la partie contrôle interne et maîtrise des risques, vous avez le comité d'audit et le comité des risques, qui sont évidemment des comités importants. Je crois savoir que vous êtes tous dans des comités d'audit et des risques. Je vais vous rappeler probablement des choses que vous connaissez parfaitement, mais le comité d'audit, il est à la manœuvre pour suivre l'élaboration de l'information financière. Il n'y a pas que le commissaire aux comptes qui est le garant de la sincérité et de la fiabilité des comptes de l'établissement, mais le directoire et le conseil de surveillance sont aussi responsabilisés sur ce sujet, et notamment, dans ce contexte-là, le comité d'audit. Je rappelle aussi que le comité d'audit, pour répondre un peu s'il y a une autre question, est partie prenante au choix des cabinets de commissariat aux comptes. Vous avez l'obligation de vérifier que l'entreprise dans laquelle vous êtes membre du comité du COS, vous avez l'obligation de vérifier qu'il y a eu un appel d'offres. Vous avez la possibilité d'auditionner les différents cabinets de commissariat aux comptes qui sont pressentis, et vous avez l'ardente obligation de donner un avis. Le dossier FIFO avait éclaté et le choix des commissaires de compte a été fait après. Et j'étais toujours stupéfait de voir qu'on prenait comme commissaire aux comptes quelqu'un qui devenait de droit notre débiteur. Donc on est créancier, il est débiteur. Est-ce qu'il y a vraiment une indépendance ? Comme je vous l'ai dit, l'important dans un commissaire aux comptes, c'est moins le cabinet que l'associé qui signe vos comptes. Mais vous avez raison, mais c'est aussi votre droit. Parce que nous sommes là pour défendre les intérêts des sociétaires. Mais c'est aussi effectivement votre droit de dire que vous ne souhaitez pas que Mazars soit commissaire aux comptes de votre caisse. Ça, je l'ai dit.
Je ne connaissais pas, je ne connais pas, je ne pas présenter un jurant. Mais j'étais contre le choisir un commissaire aux comptes qui était en faute vis-à-vis de nous. Et quand on nous dit qu'on ne pourra pas récupérer l'argent perdu, que va-t-on dire à nos sociétaires? Si un sociétaire pose la question, qu'est-ce que je lui dire? Alors, je peux vous dire que tous les grands cabinets qui ont pignon sur rue ont été condamnés dans des affaires diverses et variées, et ils ont tous, d'une certaine manière, été nos débiteurs. Donc, ça devient compliqué. Voilà. Deuxième comité, donc le comité des risques. Alors, pour ceux qui sont au comité des risques, d'ailleurs, vous devez estimer que c'est une punition, parce que, objectivement, c'est quand même le comité qui est le plus lourd, le plus complexe, où je trouve qu'on n'est pas toujours, d'ailleurs, d'une grande pédagogie dans nos établissements, mais bon, c'est un avis tout à fait personnel. Je pense qu'on a un vrai sujet probablement de fond à retravailler avec nos différents services de contrôle pour en faire des instances, j'allais dire, moins formelles et de plus d'échanges sur les problématiques de fond. Mais donc, le comité des risques, il assure l'efficacité des systèmes de contrôle interne, dispositifs de gestion des risques. Et donc, je me permets aussi de rappeler que ces comités doivent accueillir systématiquement les titulaires des fonctions de contrôle interne, c'est-à-dire direction des risques, direction de la conformité et direction du contrôle périodique. Alors, dans le contrôle périodique, parce que je vais parler de ce qui est mon sujet, donc, à quoi ça sert? Quelques rappels. Le contrôle périodique, donc, dans notre groupe, il est assuré en fait à 2 niveaux. Dans vos établissements par des directions d'audit interne et au niveau du groupe par l'inspection générale. Et donc, ces 2 niveaux de contrôle périodique évaluent l'efficacité du système de contrôle interne et viennent vous en rendre compte. Donc, on informe les organes de direction, le directoire, mais aussi le COS, et tout particulièrement au COS, le comité des risques, puisque c'est là qu'on détaille un certain nombre de choses. Donc, je rappelle qu'on est invité permanent. On ne peut pas ne pas nous inviter au comité d'audit et au comité des risques. Je dis ça parce que parfois, dans cet établissement, on aurait envie que les responsables des fonctions de contrôle ne soient pas là. Et je rappelle aussi qu'en tant que membre de comité d'audit ou des risques, ou membre de COS, vous avez à tout moment le droit d'auditionner les responsables des fonctions de contrôle interne, avec ou sans l'équipe de direction. C'est à votre main et c'est à votre choix. Et pour aujourd'hui, je vais faire assez court, comme ça on va laisser plutôt place aux questions. Je voulais simplement vous sensibiliser sur un certain nombre de rapports. Alors, vous allez me dire, oui, oh là là, c'est des trucs qui sont ennuyeux comme la pluie. Ça, c'est vrai. Pour autant, je souhaitais vous en parler parce que ce sont des outils extrêmement importants au regard du superviseur, je vais vous en dire 2 mots, mais aussi quand vous êtes nouvel administrateur ou nouveau membre du comité d'audit et des risques. Ce sont des documents d'une richesse extraordinaire pour prendre connaissance des entrailles de l'établissement dans lequel vous avez mis plus qu'un pied, puisque souvent vous êtes sociétaire, client et administrateur. Pourquoi je dis aussi que c'est important au regard des superviseurs, c'est que ce sont des rapports qui sont décortiqués par les superviseurs et sur lesquels souvent ils construisent leur opinion sur la manière dont est géré tel ou tel établissement bancaire. Donc c'est pour ça que ce sont des sujets qui sont importants. Alors j'ai souhaité vous faire j'ai fait le focus sur 2 rapports. J'ai pas fait le focus sur l'ICAP parce que d'abord ça ne concerne pas le contrôle périodique, ça concerne essentiellement donc le capital management et ça ne concerne que le niveau du groupe. Et c'est plutôt la chasse gardée des financiers, et sur lequel, en plus, moi, je ne suis pas forcément la plus légitime pour vous évoquer ce sujet, et puis vous ne le traiterez pas au niveau de vos établissements. En revanche,
Au niveau de vos établissements, il y a 2 documents qui sont censés passer aussi dans vos comités. Le RACI, alors ça veut dire en bon français le rapport annuel de contrôle interne, et l'URD, alors c'est en anglais, ça s'appelle Universal Registration Document, c'est ce qu'on appelait le document de référence. Alors je vais me permettre de faire quelques éclairages sur ces rapports. Donc le rapport annuel de contrôle interne, c'est le rapport qui passe par le comité des risques. C'est un rapport qui rend compte de l'activité de toutes les fonctions de contrôle interne au cours de l'exercice qui vient de s'écouler. C'est un rapport extrêmement riche, il est obligatoire, il est établi par tous les établissements du groupe qui relèvent d'une supervision bancaire. Puis au niveau du groupe, il y a un RACI. C'est un document qui est un document confidentiel, il n'est pas public. Il est à destination de la CPR uniquement et des instances de gouvernance de l'établissement. Et bien évidemment de l'organe central quand vous êtes une banque populaire ou une caisse d'épargne. Il doit être envoyé avant le 30 avril sous format électronique. Il est signé dans votre cas, par le président du directoire, c'est sous sa responsabilité. Et il ne peut être envoyé au superviseur que après passage en comité des risques et après information du COS, éventuellement avec un avis. Donc, chaque année, on reçoit une trame. J'ai dû vous mettre la trame pour cette année dans la documentation que j'avais fait parvenir. Donc, c'est une trame qui est imposée à l'ensemble des établissements. Et c'est un rapport qui est établi par l'ensemble des fonctions de contrôle, risque, conformité et audit interne. Mais bien évidemment, il y a aussi des sujets qui sont complétés par les équipes de gouvernance ou de finance, puisqu'il y a un certain nombre aussi de chiffres clés, présentation, organigramme, organisation de la gouvernance qui doivent être repris. Et là, je vous ai mis de manière extrêmement synthétique les 20 points qui doivent faire l'objet d'un développement dans chacun de vos établissements. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je me suis permis de mettre en gras quand même quelque chose de nouveau sur le RACI 2023 qui sera publié, qui sera transmis à la CPR en 24. C'est une nouveauté. Ça s'appelle le recensement des opérations menées entre l'établissement, les dirigeants effectifs et les membres de l'organe de surveillance, ainsi que les actionnaires principaux, en l'occurrence les sociétaires. Donc ça, c'est une nouveauté qui figure dans le RACI. Et donc, dans ce RACI, il y a une partie qui s'appelle numéro 4, qui concerne les activités que je supervise, qui sont les activités de contrôle périodique, et donc sur lequel nous faisons restitution de l'ensemble des travaux que nous avons réalisés sur l'exercice qui vient de s'écouler. Si vous voulez avoir une bonne vision de tous les travaux qu'a réalisé le contrôle périodique dans votre établissement, c'est là que vous en avez. Ce n'est pas forcément présenté de manière synthétique, mais c'est là où vous avez l'intégralité des travaux qui souvent font l'objet de présentations très très succinctes, parfois trop, dans vos comités des risques en matière de contrôle périodique. Je trouve que les risques et la conformité prennent beaucoup de place dans le comité des risques et je me permets de vous dire que ce sujet a été soulevé récemment par la BCE, en tout cas au niveau du groupe, et a demandé à ce qu'on passe un peu plus de temps sur les travaux du contrôle périodique et notamment que les missions qui font apparaître des risques particulièrement élevés fassent l'objet de présentations un peu plus détaillées et moins rapides. Bonjour,
Bonjour, Gilles Fallet, Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Je suis depuis 2015 dans les comités d'audit et des risques. Je suis président du comité d'audit après avoir été président du comité des risques. Donc effectivement, quand on arrive comme nouveau, je suis de formation comptable, commissaire à compte, tout ce que l'on veut par rapport à tout ça. Mais effectivement, c'est lourd puisque la comptabilité bancaire est différente. Donc déjà, pour moi, c'était lourd à rentrer. Mais je m'interroge sur le fait que le RACI, qui est le gros du travail du comité des risques chaque année, on n'y passe pas un comité des risques d'une demi-journée pour aller plus dans le détail, ou peut-être en amont de ce comité des risques, avec les différents directeurs des rapports internes ou le directeur des risques, pour aller plus dans le détail et être pédagogique comme vous voulez. Donc en fait, c'est une idée que je lance qui pourrait être intéressante. C'est un petit peu, pas forcément d'imposer, mais de proposer qu'avant l'émission du RACI, il y ait une demi-journée pour aller dans ce détail de manière pédagogique avec tous les membres du comité des risques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi je pense que c'est une excellente idée. Pour vous donner une idée sur le comité des risques du conseil de surveillance de BPCE, nous avons des administratrices indépendantes qui président les comités des risques et d'audit. Alors, j'ai surtout des relations avec la présidente du comité des risques. La pratique au niveau du groupe sur le comité des risques, c'est que notre présidente du comité des risques fait une réunion préparatoire avec d'une heure à peu près, une heure et demie, ça dépend des sujets, avec chacun des responsables des fonctions de contrôle, risque, audit et conformité. Alors, je ne sais pas ce qui s'y dit dans les réunions préparatoires risque et conformité. Je peux vous dire ce qui s'y dit sur les réunions préparatoires avec l'audit. J'en ai d'ailleurs une cet après-midi avec la présidente du comité des risques. Pendant une heure et quart, on parcourt le support que je propose de présenter au comité des risques. Je lui fais part sur certaines missions de mon souhait de pouvoir les présenter de manière plus détaillée et que d'autres, je les mette plutôt en annexe et je passe du temps pour expliquer pourquoi. Parfois, elle souhaite qu'on présente, on approfondisse certains sujets, elle pose un certain nombre de questions et elle fait évoluer le support. On passe ensuite en comité des risques et puis donc là, on a déjà beaucoup travaillé le sujet avec elle, ce qui permet d'aller, on va dire, au point essentiel, de manière à ne pas alourdir. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est déjà, si vous avez la possibilité, au moins pour le rapport du RACI, de faire une réunion de préparation avec les 3 fonctions de contrôle, ça aide beaucoup. Moi, avant chaque comité, donc aujourd'hui c'est l'audit, je faisais jusqu'à maintenant une réunion d'une heure et demie à 2 heures avec le membre du directoire pour préparer cet audit et pour mieux comprendre les choses. Mais là, mon idée, c'était plutôt de le faire avec l'ensemble des membres du comité des risques. Une fois par an, juste pour le rapport, le RACI, parce que c'est quand même quelque chose de lourd à avaler, rien que le lire le dimanche après-midi chez nous. Moi, je ne vous conseillerais pas forcément de faire une réunion préparatoire. Faites un comité des risques dédié au RACI. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est que ce RACI, ce comité ait été précédé au moins 8 jours avant de l'envoi du rapport. Mais ça, il ne faut pas... ça, en revanche, nous avons, côté BPCE, maintenant, c'est une discipline qu'on a. C'est que ça doit arriver 8 jours avant. Les documents, les supports doivent arriver 8 jours avant. Et ça, et c'est quasiment de dire, en tant que président du comité des risques, si ça n'arrive pas 8 jours avant, c'est plus à l'ordre du jour. Et vous allez voir, faites ça 1 ou 2 fois, vous allez voir que ça va... Bon. Et le deuxième sujet, ce que je vous incite aussi, c'est à bien planifier tous les ordres du jour de vos comités, de bien exiger l'envoi des documents 8 jours avant du comité. Vous voyez, il y a en début, la première semaine de janvier, nous avons fait une réunion avec la présidente du comité des risques. On a passé en revue les 11 comités des risques que nous allons avoir sur l'année 2024.
Et on a déjà fixé les ordres du jour prévisionnels pour qu'ensuite on ait les dates auxquelles on doit envoyer les documents. Et notamment sur le RACI, parce que j'ai été dans les établissements, j'ai vu comment on faisait. On faisait le comité des risques 3 jours avant de l'envoyer à la CPR et on envoyait le RACI la veille du comité. Ça, c'est pas acceptable. C'est d'autant pas acceptable que les RACI, ils sont globalement finalisés, pour vous donner une idée, aux alentours de mi-fin février. Donc, vous avez normalement, les équipes ont normalement largement le temps de vous envoyer ça, le document complet, et de vous envoyer aussi un document synthétique, qui fait une synthèse des points cruciaux de ce RACI. Et il faut que vous ayez le temps de lire. Et moi, je pense que les membres du comité des risques doivent avoir pris connaissance en intégralité du RACI, ne serait-ce que parce qu'il faut émettre un avis. C'est votre responsabilité de membre du comité des risques d'émettre un avis, et donc c'est votre responsabilité de membre du COS, vous prenez position. Accessoirement, moi je trouve que c'est prioritairement, ça vous donne une bonne idée de la manière dont votre système de contrôle interne est ou pas efficace. Mais il ne faut pas se voiler la face, c'est un gros travail. Et rentrer dans le RACI, surtout quand on est nouvel administrateur, je suis tout à fait consciente que c'est un travail extrêmement rébarbatif. Mais il y a un ticket d'entrée, il y a un ticket d'investissement pour rentrer sur ce sujet. Et là-dessus, n'hésitez pas à demander à vos directions risque, conformité et audit de vous former et de vous présenter le RACI de l'année d'avant pour vous permettre de prendre connaissance du futur RACI qui va vous arriver. Parce qu'en plus, en termes de structuration, il ne bouge pas énormément. Hein, les 20 points que vous avez, d'une année sur l'autre, ils se ressemblent. Je crois que pour la caméra, c'est mieux d'avoir un micro. Merci. Juste sur le point 5, là, quelle est la définition de où commence et où s'arrête le mot principal dans actionnaire là? Parce que sinon, on va se retrouver avec des trucs de 2000 pages. Je n'ai pas regardé, mais de mémoire, c'est les crédits supérieurs à... Alors, pour les membres du COS et les dirigeants exécutifs, de mémoire, c'est les crédits de plus de 200 000 euros. Alors, pour les actionnaires principaux, je n'ai pas regardé cette année comment on avait formulé la chose, parce que, en l'occurrence, ce sont les sociétaires. Là, les actionnaires principaux, c'est ceux qui représentent, à mon avis, au moins 10% du capital. Je pense que dans nos banques et nos caisses, en tout cas je l'espère, si nous respectons bien les règles de déconcentration, on n'en a pas. Voilà. Mais ça peut concerner, nous, certaines structures qui ne sont pas des structures de sociétariat. Parce qu'on a des banques qui ne sont pas forcément des banques coopératives dans le groupe. Voilà. Non, ce qui est important, c'est les crédits de plus de 200 000 euros accordés aux membres du COS à titre privé ou professionnel, ainsi qu'aux membres du directoire. Donc voilà le RACI. Là, je vous ai mis la structuration, puisque donc ça, ce que je vous ai montré avant, ça, c'est ce qui est envoyé, c'est la trame globale qui est envoyée par la CPR. Vous le trouvez d'ailleurs sur le site de la CPR. Et ensuite, côté BPCE, il y a une équipe à la direction des risques, donc, dont fait partie Florian Marceau, qui structure ce rapport, puisque dans le groupe, c'est la direction des risques de groupe qui est le coordinateur de ce rapport, donc qui émet la trame qui est envoyée aux établissements. Il y a des choses qui sont pré-remplies par le groupe, tout ce qui est relatif aux informations liées au groupe,
Ça, ce n'est pas l'établissement qui le fait, hein, ce sont les équipes de BPCE. Et ensuite, les équipes en local remplissent, et bien évidemment, les parties qui ressortent de leur responsabilité. Et donc, par exemple, nous, sur le contrôle périodique, c'est nous qui fixons le cadre qui doit être suivi et qui est le même pour tous les établissements du groupe. Et donc là, il y a en général bien rempli une page de synthèse. Hein, votre directeur ou votre directrice de l'audit interne fait une page de synthèse sur les faits marquants de l'activité d'audit pendant l'année qui vient de s'écouler. Deuxièmement, il rappelle la manière dont la direction d'audit interne est structurée, composée. Je me permets de rappeler que vous devez vérifier à cette occasion-là que les moyens alloués sont suffisants pour couvrir le cycle d'audit. Ensuite, il y a tout ce qui touche au périmètre, aux unités d'audit, au cycle d'audit, au risk assessment. Est-ce qu'on a bien respecté le cycle d'audit? Est-ce qu'on n'a pas des retards sur certaines unités? Et est-ce qu'on n'a pas des unités d'audit sur lesquelles nous avons des risques qui évoluent défavorablement? Ensuite, il y a les missions. Donc, normalement, on demande une toute petite synthèse pour chaque mission réalisée, cotation de l'unité et état des lieux des recommandations. Le sujet qui est, y compris pour l'inspection générale, on est en train d'essayer de s'améliorer, c'est quels enseignements on en tire. Alors, aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu trop granulaire, on ne prend pas suffisamment de recul pour notamment faire apparaître, je dirais, les signaux faibles de nouveaux risques. C'est là-dessus où on a des choses à faire. Et puis ensuite, il y a tout le processus de suivi des recommandations. Est-ce qu'il y a beaucoup de retard ou autre? Bon, globalement, je vous rassure, dans les établissements aujourd'hui, il n'y a pas trop de retard. Donc voilà sur le RACI. Et donc, normalement, ce qui est plutôt correct, c'est que vous ayez la possibilité. Donc, il doit être envoyé à la CPR 30 avril. Il faut qu'il ait été évoqué en COS avant, théoriquement, l'envoi à la CPR. J'ai vu parfois que c'était traité après. Et donc bien traité en comité des risques préalablement au COS. Et il faut que vous ayez eu ce document. Compte tenu du document, 10-15 jours avant le comité des risques, ce serait quand même bien pour que vous ayez le temps de le lire et de l'assimiler. Moi, ce que je vous conseillerais pour le RACI de cette année, pour ceux qui n'ont jamais fait l'exercice, eh bien, avant de ne pas vous contenter d'attendre de recevoir le RACI 23, regardez déjà ce qu'il y avait dans le RACI 22. Celui-là, il est à votre disposition. Ça va vous permettre de prendre connaissance de la manière dont c'est structuré, organisé, parce que ça va être à peu près la même structuration pour le nouveau. Et puis, ça vous permet aussi de voir ce qui se passe d'une année sur l'autre, qu'est-ce qui a évolué. Parce que c'est aussi ça qui est important dans l'analyse du RACI. Donc le conseil que je vous donnerai en rentrant dans vos établissements, replongez-vous dans le RACI 22 et vous verrez, ce sera plus facile pour vous de vous plonger dans le RACI 23. Alors, sur le RACI, est-ce qu'il y a des questions ? Alors ensuite, il y a un document qui est plutôt un document qui ressort en termes de responsabilité de la finance. Mais il y a un sujet contrôle périodique, donc c'est pour ça que je me suis permis de vous le citer dans cette présentation. Donc l'URD, ça s'appelle aussi en bon français le rapport financier, le rapport annuel, pour ceux qui ont été commissaires aux comptes. Donc c'est, on va dire, le document d'information financière fondamental quasiment de toutes les entreprises, et encore plus dans les entreprises comme les nôtres qui sont des banques. L'URD, c'est une obligation, c'est pour les entreprises qui émettent sur les marchés financiers. Ce qui n'est pas le cas normalement de nos banques et de nos caisses. Seul le groupe
est soumis théoriquement à l'URD, puisque seul le groupe procède aux émissions sur les marchés. Alors, dans les faits, on a quelques banques ou caisses qui réalisent parce que c'est aussi historique, qui ont réalisé des opérations sur le marché. Alors oui, émettent ou ont émis des titres encore actifs sur les marchés. Voilà, parce que on peut ne plus en émettre depuis 10 ans, mais si on a des titres, moi j'ai vu être dans un établissement, diriger un établissement qui avait émis des titres perpétuels sur les marchés, on reste soumis à l'URD tant que les titres ils sont vivants. Donc ça, il faut que vous vérifiez dans vos caisses, mais je pense qu'il y en a plus qui ont ce genre de choses. Et donc c'est une obligation qui est plutôt liée à l'AMF et au marché financier. Mais dans la réglementation bancaire, ça a été repris dans le pilier 3, dans le BAL 3, puisque je vous rappelle que le pilier 3 comporte un sujet lié à la communication des informations financières au public et aux autorités de contrôle, et que donc, notamment, les établissements dont le total de les établissements bancaires en France, dont le total de bilan excède 30 milliards d'euros, doivent publier leur rapport annuel dans les mêmes conditions que l'URD. Je vous ai listé aujourd'hui les établissements du groupe qui, en dehors du groupe BPCE, sont soumis à cette obligation. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de caisses d'épargne. Voilà. Donc Aquitaine, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Rhône-Alpes. Et si vous êtes dans une caisse dont le total de bilan commence à tutoyer les 30 milliards d'euros, vérifiez bien que le jour où elle bascule, elle ne respecte pas. Alors ça, c'est surveillé par le groupe. Voilà. Mais... Et donc, il y a une question. Donc, ce rapport, il est aussi structuré par les équipes du groupe. On envoie un modèle. On ne réinvente pas la poudre, c'est comme le RACI. Et ce sont là les équipes de finance. Donc chez vous, ce sont les directions financières qui coordonnent la construction de ce document. Et ce document, il est envoyé... Alors lui, il a une particularité par rapport au RACI, c'est qu'il est public. Quand on est soumis à URD, il est public. Et le rapport financier, je vous rappelle, il doit être... Alors, il n'est pas forcément public, mais il doit être mis à la disposition de vos sociétaires, qui sont, entre guillemets, vos actionnaires. Donc, ça n'est pas un document confidentiel. Et si vous avez un sociétaire qui demande le rapport financier, et parce qu'il ne l'a pas trouvé, on doit lui donner le lien pour y accéder ou lui envoyer par tout moyen. Donc, c'est une obligation d'information financière importante. Alors, il est envoyé par voie électronique par l'AMF. Et sachez qu'en plus, l'AMF, pour les sociétés qui sont soumises à URD, elle met ses rapports sur son site. Ce rapport, il est évidemment établi sous comme le RACI est établi sous la responsabilité des dirigeants. Particularité, celui-là, à la différence du RACI, lui, il fait l'objet d'une certification des commissaires aux comptes. Et il doit être examiné en comité d'audit en présence des commissaires aux comptes. Et ensuite, vous devez rendre éventuellement un avis sur ce document. Donc ça, c'est le travail du comité d'audit et j'allais dire, c'est probablement le travail le plus important de l'année. Là aussi, j'aurais tendance à vous dire, ce n'est pas le document le plus sympathique à lire parce que, de mémoire, en moyenne, il doit dépasser les 400 pages. Le RACI, on ne dépasse pas aujourd'hui les 200 pages, mais l'URD, on est plutôt aux alentours de 450 pages. Je suis allée regarder, j'en ai pris un. C'est dommage, il n'est plus là, ton ami Thomas. Je suis allée prendre, je crois, le rapport d'Île-de-France, qui est très bien fait. Je ne sais plus combien il fait, mais je crois qu'il faisait 458 pages ou quelque chose comme ça. Bon.
Donc, effectivement, ce n'est pas le rapport le plus rigolo, mais je précise une chose. Pour ceux qui sont dans les deux comités, il y a des parties qui sont quand même un peu communes, parce que dans le rapport annuel, on reprend des éléments sur le contrôle interne, le contrôle périodique ou autre. On ne s'embête quand même pas à faire deux choses différentes. Si vous avez bien pris connaissance du RACI, le conseil que je vous donnerai, vous pouvez aller vite sur ces sujets-là dans l'URD, parce qu'en général, c'est une synthétisation de ce qu'il y a dans le RACI. Donc, vous pouvez aller un peu plus vite. En revanche, bien évidemment, les éléments financiers, c'est là où il faut que vous y plongiez. Et donc, nous, effectivement, en tant que contrôle périodique, on fait une synthèse de nos travaux dans ce rapport. Et donc ça, c'est aussi pour vous rappeler que les travaux des fonctions de contrôle interne, risque, conformité et contrôle périodique, font l'objet d'une communication publique dans ce rapport annuel. De manière plus synthétique et moins approfondie que ce qu'il y a dans le RACI, mais quand même. Et donc là, les conseils que je vous donnerai, ce sont les mêmes conseils que ce que j'ai donné pour le comité des risques, c'est il faut le lire. Alors là aussi, on apprend. J'ai eu la chance, très très longtemps dans ma carrière, de débuter par un poste de secrétaire général, et donc il fallait l'écrire. C'est un avantage quand vous apprenez à écrire un rapport annuel, c'est qu'ensuite c'est plus facile à lire parce que il y a une mécanique, il y a une organisation. Quand vous cherchez une information, je passe pas en revue toutes les pages, je sais à peu près dans quelle, on va dire, partie sous partie je vais trouver l'information. Et je sais, par exemple, il m'est arrivé après de devenir administratrice de certaines filiales du groupe pour prendre connaissance. Avant les premières réunions, j'allais voir le rapport annuel et on apprend assez vite à aller lire les parties importantes et à voir les sujets importants dont il faut prendre connaissance quand on est administrateur de nos établissements. Donc c'est une espèce de mécanique qu'il faut apprendre. Mais ce qui veut dire que là aussi, comme le RACI, il y a un temps d'investissement, il y a effectivement un coût d'entrée. Et là, le conseil que je vous donne, c'est qu'il faut vous y plonger, peut-être d'ailleurs à plusieurs. Et puis, comme vous avez des compétences qui peuvent être totalement différentes au sein d'un comité d'audit, répartissez-vous éventuellement la lecture approfondie de telle ou telle partie pour ensuite véritablement avoir un dialogue avec les équipes de votre caisse. C'est peut-être aussi ça le conseil que je vous donnerai, parce que, objectivement, maîtriser les 450 pages, bon, je veux bien, mais ça me paraît compliqué. En revanche, peut-être que se dire il y a 4 ou 5 grandes parties et que ça veut dire qu'il faut qu'on approfondisse chacun une centaine de pages, là, on commence à pouvoir le faire de manière plus approfondie. C'est ce qui veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une forme de permanence des membres des comités d'audit et des risques pour que d'une année sur l'autre, petit à petit, vous approfondissiez et que vous soyez dans une lecture de plus en plus attentive et critique, parce que votre rôle, il est aussi de poser des questions et de challenger les équipes sur la base de ces rapports. Et puis le conseil que je vous donne, c'est quand vous avez l'occasion de devenir administrateur pour la première fois d'un établissement, alors vous êtes président de comité d'audit et des risques, je pense que ça veut dire que vous êtes probablement des administrateurs plutôt aguerris et expérimentés, mais le conseil que vous pouvez donner aux nouveaux administrateurs, donnez-leur ces deux documents et déjà d'apprendre ça, ils vont apprendre la banque en ayant éventuellement des interactions avec vous en tant que président des comités des risques et d'audit. Non, mais il faut le faire avec eux de manière pédagogique, parce que sinon, effectivement, vous allez les dégoûter. Ça remplace avantageusement le Valium, hein. Mais en même temps, ce sont des documents extrêmement importants sur lesquels vous engagez vos responsabilités respectives, hein. Et donc, voilà les deux sujets sur lesquels je voulais mettre l'accent. Et puis, l'idée, c'était plutôt d'être à votre disposition pour répondre à des questions, pas forcément d'ailleurs liées à ces deux rapports. Ça peut être des questions liées au fonctionnement du contrôle périodique.
Vous avez peut-être des questions, des remarques, l'articulation entre vos audits internes et l'inspection générale. Et puis éventuellement, je conclurai en vous parlant de quelques priorités qui nous sont données par notre Banque centrale européenne préférée sur la partie contrôle périodique. Parce que je sais que je passe juste avant le déjeuner, donc je me suis dit qu'il ne fallait pas que je fasse trop long. Parce que je pense que vous avez eu une matinée extrêmement chargée. S'il vous plaît. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Non, juste sur les deux rapports, bon, il y en a un qui est confidentiel, le RACI, et l'autre qui est public, donc le rapport annuel. Je fais un lien avec le risque de réputation. Alors, bon, le nôtre, on est en Bretagne-Pays de Loire, il ne fait pas 450 pages, il en fait 292 pour être exact. Par contre, dans le rapport annuel, il y a une partie très importante qui va nous aider à la réputation, c'est toute la partie extra-financière, la DPEF. Pardon. Et donc, je pense qu'en termes de réputation, c'est un document sur lequel on peut s'appuyer, parce que là, on est vraiment sur des thématiques qui vont dans le bon sens, voilà, qui pourraient contrecarrer ce qu'on peut voir par ailleurs. Alors, voilà. Vous avez parfaitement raison, monsieur. C'est vrai que moi, je ne me suis pas attardée sur ces sujets-là, parce que moi, mon sujet, c'est le contrôle périodique. Mais c'est vrai que c'est une partie, la DPEF prend une part de plus en plus importante. Elle est regardée aussi par les commissaires aux comptes. Pour ceux qui se sont fait certifier, j'ai entendu tout à l'heure Bicorp, c'est aussi un outil qui permet de vérifier que cette certifiée, parce que normalement on doit aussi la décrire et on vérifie dans cette DPEF qu'on respecte bien cette certification, cette labellisation Bicorp. C'est aussi l'occasion de mettre en avant notre différence par rapport à d'autres établissements. Tout à fait. Mais vous devez aussi vérifier que tout ça est bien juste et validé. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Là, je vous ai assommé avec mes deux rapports. Vous avez dit, oh là là, pourquoi je suis dans ces comités? Entre nous, ce sont les comités les plus... enfin, surtout le comité des risques, un comité difficile. Mais objectivement, ce sont les deux comités qui permettent de rentrer dans le fonctionnement de la maison, hein, et dans le cœur de nos métiers quand même. Hein. Et on nous avait dit qu'on ne pouvait pas cumuler être membre du comité d'audit et des risques. On ne pouvait pas cumuler les deux. Non, ce n'est pas recommandé. Ce qui est recommandé en revanche, c'est, en tout cas, ce n'est pas recommandé pour les membres des deux comités. Il ne faut pas qu'ils soient communs. En revanche, il est recommandé que le président du comité d'audit soit membre du comité des risques et réciproquement, au niveau des présidents. Et la deuxième chose qu'on pratique aussi chez BPCE, c'est 2 fois par an. Alors nous, on a 11 comités des risques. Dans ces 11, il y en a 2 qui sont des comités conjoints, risque et audit. Je crois que vous en avez 4. Je pense qu'il en faudrait un qui pourrait être... alors, ce qu'on fait, en fait, c'est que quand on fait un comité dit conjoint, on fait une partie conjointe, et puis après, on fait un comité des risques. Enfin, il y a une partie qui n'est pas conjointe. Et les deux présidentes se mettent d'accord sur l'ordre du jour du comité conjoint. Et c'est plutôt une bonne pratique. Alors, je sais que dans certaines banques populaires, ça se pratique. Je ne sais pas si dans les caisses d'épargne, c'est une pratique. Dans les comptes rendus des délégués, je n'ai pas vu ce genre de pratique, mais ça peut être une manière d'associer, parce qu'il y a des problématiques communes. Hein. Oui, moi je pense que c'est une très bonne idée parce que quand on est membre du comité des risques, il y a un certain nombre de points, pas tous, un certain nombre de points qui nécessitent de bien avoir à appréhender les comptes. Et donc si vous ne faites pas partie du comité d'audit, il y a des questions que vous pouvez poser en comité des risques qui finalement ont été vues en comité d'audit et qui sont un peu non avenues finalement sur le fond.
Donc ça, effectivement, le fait de faire notamment un comité mixte sur l'arrêté des comptes, audit et risque, me paraît très intéressant, en tout cas. Je dirais que ce sont des sujets qu'il faut que vous partagiez avec vos présidents de COS et de voir comment c'est le plus adéquat dans votre caisse de mettre en place ce comité conjoint et de choisir sa date. Et d'ailleurs, dans le comité des risques, les directeurs nous répondent des fois ah oui, c'est vrai, on l'a abordé ce matin au comité d'audit. Ah ben oui, mais on n'y était pas. Et juste sur les réputations, ne pensez-vous pas qu'en fait que le problème de réputation, maintenant, c'est lié aux réseaux sociaux et ça va tellement vite que en fait, les réseaux sociaux retiennent, s'il y a un problème de réputation, caisse d'épargne, caisse XX, finalement, les réseaux sociaux retiennent caisse d'épargne. Donc finalement, dans le groupe, s'il y a un maillon faible, du coup, c'est tout le groupe qui est touché. Donc moi, je pense que le risque maintenant avec les réseaux sociaux, il va tellement vite et il est tellement fort que les gens ne retiendront que caisse d'épargne et pas forcément caisse d'épargne XX, quoi. Ah, vous avez parfaitement raison. On a vu d'ailleurs sur certains sujets réputationnels récents, on ne regarde pas si c'était telle ou telle entité du groupe. J'allais dire, ça se propage immédiatement, soit sur la marque, par exemple Caisse d'épargne, mais aussi BPCE. Hein. Clairement, je vais prendre quelque chose qui ne touche pas les caisses d'épargne. Hein, ce qui s'est passé avec Clarisse Kremer sur le bateau. C'était que les banques populaires, mais je veux dire, c'est BPCE qui a pris la vague aussi. Hein. Donc oui, ça va très vite, mais ça veut dire aussi ce que je disais tout à l'heure en introduction. Ça peut aussi retomber très vite, mais ça peut retomber aussi très vite si nous, on est réactifs. Et donc, c'était un peu le sens de ma remarque tout à l'heure, c'est qu'on vit dans un monde où les choses vont très vite, mais c'est comme la marée, hein, ça peut refluer aussi très vite. Et on peut aussi gagner en reflux si nous-mêmes, on est réactifs. Il y avait une question. Oui, vu l'importance du RACI, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un comité des risques uniquement dédié au RACI ? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais j'allais dire, pour moi, le comité des risques et son président... Non, mais ça veut dire en faire un supplémentaire. Ah, alors voilà, je finis ma question. Ah, alors ça... Mais ça, pour moi, c'est un sujet qu'il faut que vous traitiez dans vos COS. C'est à vous d'organiser vos réunions, leur nombre, leur ordre du jour et, j'allais dire, le calendrier. C'est vrai, par exemple, quand je suis arrivée à la tête de l'inspection il y a 2 ans, on faisait, de mémoire, 8 comités des risques. Et en fait, on s'est aperçu que ça ne tenait pas. Donc on en a fait un 9e et on a en plus 2 comités conjoints avec l'audit. Donc voilà, j'allais dire que ça, c'est à vous de l'organiser. La deuxième chose que je dirais, c'est ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure. Je pense aussi qu'il faut que nos fonctions de contrôle apprennent à synthétiser. Je trouve qu'ils sont un peu trop dans, y compris chez moi, hein, je bats ma coulpe, on est un peu trop à vouloir faire la litanie de tout ce qu'on a fait, sans mettre en avant les points importants ou autres. Ce que moi, j'essaye de plus en plus de faire avec notre présidente du comité des risques. Objectivement, moi, je fais 75 missions par an. Vous imaginez bien que je ne présente pas les 75 missions au comité des risques. Sinon, on va y passer notre jeunesse. Et en fait, ce que je fais avec la présidente, je choisis les 5 ou 6 missions qui me paraissent devoir faire l'objet d'une attention particulière du comité des risques et du conseil. Et là, on présente de manière plus détaillée. Et le reste, on estime que ça doit être lu dans les documents qui vous sont envoyés. Quitte ensuite à ce qu'une fois que vous les ayez lus, vous avez des questions, et là, les questions, vous les adressez ensuite au comité d'après ou aux fonctions de contrôle. Et je pense qu'il faut aussi que vous obligiez vos fonctions de contrôle à faire ce travail de synthétisation. Ça ne sert à rien de présenter l'intégralité des contrôles, comme je vois parfois dans certains comités. Surtout
pardonnez-moi, alors c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il faut mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Je ne vais pas présenter les contrôles qui ne présentent pas de problème. Je ne vais pas présenter non plus les contrôles qui présentent des problèmes bénins. En revanche, il est peut-être intéressant de porter un peu d'attention sur des sujets clés. Et ça, ce sont vos responsables de fonction de contrôle en relation avec vous qui doivent les mettre en avant et ils doivent apprendre à synthétiser et à mettre beaucoup de choses aussi en annexe. Je vous conseille quand même de lire les annexes. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait des choses importantes qui partent en annexe et qui ne soient pas discutées. Mais ça, c'est la responsabilité des présidents de bien vérifier que les points importants sont traités pendant le comité. Et donc, moi, le message que je ferai, hein, c'est... Nous, on a des comités des risques qui durent 4 heures, 4 heures et demie. Hein. C'est objectivement très, très lourd. Moi, je pense qu'une réunion qui dure plus de 2 heures, 2 heures et demie, c'est un grand maximum. Et donc, c'est d'essayer de travailler pour synthétiser, d'aller à l'essentiel. Et qu'en revanche, c'est vrai qu'il y a un travail qui vous appartient de préparation, de lecture, pour que le comité il soit là plutôt pour interroger, rebondir sur ce qu'on vous a envoyé, un échange entre les membres et, du comité et les équipes de la caisse, plutôt que c'est les équipes de la caisse qui passent 4 heures à vous faire une litanie et où globalement vous intervenez parfois pas suffisamment. Mais ça veut dire, et là je vais faire un petit aparté, préparer un peu mieux vos dossiers au préalable. Ne serait-ce qu'en ouvrant les dossiers avant sous Daily Trust. Oui, mais ça se voit. Et ça, on peut le contrôler. Et donc, voilà, faites-le. Alors, rassurez-vous, hein, je suis intervenue il n'y a pas très longtemps auprès des présidents des conseils des banques populaires. Il y a eu le même blanc. Hein, donc, mais en même temps, il faut aussi obliger les équipes de la caisse, de vos caisses, à envoyer les documents 8-10 jours avant. Et faites la police. Et au moins avoir un week-end, oui. Parce que moi, franchement, quand je vois certains comités des risques où il y a 700, 800 pages, bon, ok. Il faut quand même quelques heures et aussi de l'expérience pour en prendre connaissance. Bon, j'espère que je n'ai pas gâché votre déjeuner, là. Des petits conseils sur la BCE, vous aviez dit avant de clôturer votre... vous deviez nous donner la BCE, oui. Alors, la BCE, il s'intéresse... Alors, il faut que vous sachiez, quand même pour votre information, que la totalité des rapports de l'inspection générale sont demandés par la BCE. En fait, je pensais, quand je suis arrivée naïvement il y a 2 ans, on me disait, en fait, ils nous demandent certains rapports. En fait, dans les faits, ils demandent tous les rapports. Donc, ils se font communiquer tous les rapports. Et ils en lisent un certain nombre. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, ils ne demandent pas de rapport d'audit interne jusqu'à présent. Leurs priorités. Donc, leurs priorités sur l'année 2024, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé côté inspection ? La première, c'est qu'ils nous ont demandé d'être plus professionnels sur la clôture des recommandations. Notamment d'être plus exigeants sur la mise en œuvre effective des plans d'action. Il est vrai qu'on avait un peu tendance à clôturer les recommandations en disant « bon, il y a un plan d'action, c'est bon, c'est fait ».
c'est plus tout à fait ce qu'ils veulent. Il y a un plan d'action qui vise à mettre en œuvre telle chose. Vous clôturez sur la base de la mise en œuvre. Donc ça, donc on va y retravailler parce que ça nécessite qu'on revoie un peu notre norme recommandation. Donc c'est clair que c'est aussi ce qu'on va diffuser auprès de vos audits internes. Ce qui fait que probablement on émettra moins de recommandations aussi. Oui, mais qui peuvent être plus compliquées à mettre en œuvre. Vous voyez, quand sur certains audits récents, avant on disait, par exemple sur la partie conformité, dossier réglementaire client, des choses sympathiques. Mettez en place un plan d'action pour faire en sorte que vos dossiers soient plus complets et conformes. C'était assez facile à fermer. Demain, on va dire, vous clôturez la recommandation quand 95% des dossiers seront complets et conformes depuis au moins 2 trimestres. C'est plus tout à fait pareil. Voilà. Donc c'est pour vous, je vous donne un exemple donc c'est une pression que nous avons depuis au moins 2 ans, et là maintenant ils l'ont formalisé dans ce qu'ils appellent une reco SREP au niveau du groupe. Deuxième sujet, ils nous demandent, en tout cas nous à l'inspection générale, de faire plus de missions transversales. Vous voyez, il y a des risques qui émergent au sein du groupe, et donc il faut que vous fassiez des revues. Alors bon, ça tombe bien, c'est ce qu'on a prévu de faire cette année. Donc vous voyez, on vient de lancer 3 grandes missions transversales à l'inspection. Une première qui est sur liquidité, risque de taux, et d'ailleurs qui concernera vos audits internes, puisque c'est une mission qui va se déployer sur toute l'année. Nous, là, on a lancé la première partie de la mission qui vise à regarder comment les sujets de liquidité et de risque de taux sont organisés, encadrés, contrôlés au niveau du groupe. En vague 2, vos audits internes vont nous faire une mission d'audit dans chacun de vos établissements pour nous faire un état des lieux de la manière dont le risque de liquidité et le risque de taux sont traités dans vos établissements. Et en vague 3, on fera un rapport de synthèse, et ce rapport de synthèse d'ailleurs nous a été demandé par la BCE. Donc ça, c'est la première grande mission transversale qui vous touchera parce que vos audits internes ont dû vous en parler, et en tout cas c'est inscrit à tous les plans d'audit de toutes les entités bancaires du groupe. Deuxième grande mission transversale qui pourra toucher certains de vos établissements, c'est une mission private equity. Et donc, nous allons passer en revue la totalité du risque private equity du groupe, que ce soit chez Natixis et dans tous vos établissements. Et donc là, c'est une grosse mission. Ce n'est pas une demande de la BCE, mais pour nous, on estime que c'est compte tenu d'un contexte de marché, de taux, c'est un risque qui devient un risque qu'il faut suivre de manière un peu plus forte au niveau du groupe. Et d'ailleurs, ça fait partie, c'est un indicateur. Il y a des indicateurs RAF sur le sujet. Et troisième mission transversale que nous venons de lancer, c'est ce que nous avons appelé... non, il y en a 4. Et la troisième, ça s'appelle Commercial Real Estate. Donc, c'est une analyse de tous nos risques sur l'immobilier commercial et l'immobilier d'entreprise. Ce n'est pas que les risques que nous avons sur les promoteurs immobiliers et marchands de biens. Quand on a financé une usine, quand on a financé un entrepôt, quand on a financé les murs d'une boulangerie, c'est du commercial real estate. Pour vous donner une petite idée, c'est quand même pas loin de 180 milliards d'encours dans le groupe. Ça vaut le coup qu'on s'y intéresse, compte tenu de l'évolution du marché et de ce qu'a pu vous dire tout à l'heure Florian Marceau. Oui, madame ? Sur ce risque-là, vous regardez du point de vue financier ou vous ajoutez aussi les risques climat, risques de transition ? Alors, on y intégrera aussi, quand on peut et quand on a l'information,
les aspects transition énergétique et environnementale. Je préfère parler de transition que de risque. Et dernière transversale, alors qui touche quasiment que les caisses d'épargne, nous faisons une mission sur HER, Habitat en région, et dans lequel nous allons faire aussi un focus sur tout le financement du logement social au sein des caisses d'épargne, où il y a aussi des petits sujets de transition. Donc voilà, et donc ça c'était la deuxième priorité de la BCE. L'inspection générale doit faire des missions transversales d'analyse de risque sur l'ensemble du groupe. Alors ça tombe bien parce que c'est effectivement un peu les nouveautés que j'ai proposées au comité d'audit, de comité des risques cette année, et qu'il a accepté. Donc voilà, et la troisième, c'est plutôt un sujet qui est propre à l'inspection, c'est de revoir la méthodologie de risk assessment, d'évaluation des risques sur les activités ou entités non bancaires du groupe. Donc tout ce qui n'est pas Banque Populaire, Caisse d'Épargne ou Natixis. Et il y a quand même pas mal d'activités qui sont en dehors de ces entités et pour lesquelles notre risk assessment était relativement embryonnaire. Donc là, ils nous ont demandé de le compléter. Donc voilà les priorités. Alors moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup moins de réunions avec la BCE que mes amis des risques. Les risques, ils ont quasiment des réunions, je pense qu'ils doivent en avoir à peu près toutes les 2 semaines. Nous, on doit en avoir à peu près 4 ou 5 par an. Ça prend énormément de temps. Ça se passe en anglais. Alors, c'est une bonne chose et une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que on ne fait pas dans la dentelle et les réunions ne durent pas trop longtemps. Après, c'est une mauvaise chose parce qu'on s'aperçoit que de temps en temps, on fait des contresens. Je vais vous citer un exemple qui nous est arrivé. Quand je suis arrivée, ils n'arrêtaient pas de me dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne suivez pas les P3, les recommandations de niveau P3, qui sont les recommandations de niveau le plus faible. » Et en fait, on s'est aperçu que nous, on disait qu'on ne le suivait pas dans le système d'alerte, et eux, ils pensaient qu'on ne les suivait pas du tout. Mais c'était à un moment, je me suis dit, mais alors, en fait, c'est parce qu'on ne se comprend pas. Bon, il va falloir quand même qu'on le mette dans le système d'alerte. Ils ont fini par comprendre qu'on ne l'avait pas mis dans le système d'alerte. Bon, et donc, par moment, c'est vrai, comme c'est même pour des gens qui parlent correctement anglais, c'est compliqué d'être dans la nuance. C'est pas aussi simple. Et donc, c'est vrai que ça peut conduire de temps en temps à des incompréhensions. Et c'est là où, de temps en temps, moi, ce que je dis, tant pis, il y a toujours 3 ou 4 francophones de la BCE qui sont là. Par moment, vaut mieux parfois repasser dans le français pour expliquer, parce que plutôt que d'éviter de ne pas se comprendre. Voilà. Alors, ce qui est peut-être aussi pour vous, c'est qu'ils viennent de plus en plus souvent vous voir. Là, on a eu une mission, une grosse mission, qui s'appelle Risk IT, de la BCE, et qui est sur les informatiques retail, MySys et Equinox. Et à l'occasion de cette mission, ils sont allés passer une journée complète dans 4 établissements, 2 banques populaires et 2 caisses d'épargne. De mémoire, c'était Caisse d'épargne Hauts-de-France et Caisse d'épargne Île-de-France. Et là, pour la première fois, cette année, ils ont demandé à passer 2 jours, alors ça tombe bien, dans une banque populaire, et ils vont faire une revue complète de la politique de crédit. C'est une nouveauté. Peut-être que ça arrivera un jour dans une caisse. Faites attention, quand ça arrive dans un réseau, généralement, ils vont dans l'autre après. Donc, ne vous croyez pas protégés. Et pour la première fois aussi cette année, ils font, vous savez, ce qu'on appelle chaque année une revue de SREP. Donc, c'est une revue qui permet à la BCE de coter et de noter le groupe.
Alors jusqu'à présent, cette revue, elle était effectuée au niveau du BPCE, au niveau du groupe et au niveau de Natixis. Cette année, pour la première fois, ils ont dit qu'ils le feraient au niveau de 2 entités du groupe, une de nos filiales et une banque populaire. Il n'y a pas de caisse d'épargne pour l'instant, mais comme je dis, ça ne veut jamais rien dire. Et là, ça c'est un changement de paradigme. Jusqu'à présent, c'était BPCE, l'organe central, qui globalement se prenait toute la charge de régulation avec la BCE et les échanges. On a l'impression qu'il y a un petit changement avec la volonté d'aller voir dans les établissements comment les politiques groupes sont déclinées. Voilà, donc c'était les quelques messages que je voulais vous indiquer sur les priorités, les évolutions de la BCE. Je vous remercie et je vous dis peut-être à l'année prochaine. Merci. Eh bien, je vous invite à monter dans le grand salon pour le buffet.